Un réseau terroriste vient d'être décapité au Sahel, mais presque aucun gros titre n'a traversé les écrans. Pourtant, au Burkina Faso, l'arrestation d'Asmanidou a brutalement coupé le carburant, l'argent, les armes, et jusqu'aux soins qui maintenaient en vie un groupe qui saigne la région depuis des années. Pourquoi alors cette victoire stratégique reste-t-elle quasi invisible pour le public international qui observe aussi, avec méfiance ou curiosité, la trajectoire d'Ibrahim Traoré ? Et surtout, qu'est-ce que ce silence obstiné révèle sur la manière dont on décide quelles victoires africaines méritent d'être vues, nommées et transmises au reste du monde ? Le récit qui s'ouvre ici cherche à comprendre pourquoi une victoire militaire majeure, obtenue au prix de mois d'enquêtes et de risques, a disparu dans un silence presque total. Cette enquête vous offre une clé pour lire autrement le traitement médiatique des succès africains, une grille de compréhension efficace et appliquée. Car l'arrestation d'Asmanidou n'est pas seulement un épisode spectaculaire de la lutte contre les groupes armés. C'est un test grandeur nature révélant comment l'information circule, comment elle se filtre, comment elle s'efface lorsque les intérêts en jeu dépassent les frontières du Sahel. Si une opération capable de paralyser la logistique d'un réseau aussi violent peut être reléguée dans l'ombre, que se passe-t-il pour les autres victoires, moins visibles, moins documentées, mais tout aussi décisives pour la stabilité d'une région entière ? Et si ce silence n'était pas une omission, mais une stratégie, une mécanique discrète qui réécrit la perception mondiale des rapports de force ? La première pièce du puzzle tombe lorsque l'on découvre que l'arrestation d'Asmanidou a immédiatement réduit de près de 70% les flux logistiques qui alimentaient plusieurs groupes armés du Sahel. La seconde révélation, tout aussi déterminante, tient au fait que ce basculement soudain provient d'une seule opération, menée dans une zone où les convois faisaient auparavant circuler armes, carburant et liquidités presque sans obstacle. Ce recul brutal des capacités terroristes n'a pourtant rien d'un hasard. La traque d'Asmanidou s'est construite par couches successives, dans un silence volontaire, à travers des semaines de filatures épuisantes, d'écoutes codées, de nuits sans sommeil et de poussière avalée sur des pistes interminables. Les équipes burkinabées engagées dans cette opération, épaulées par des analystes qui disséquaient chaque facture suspecte et chaque mouvement de fond, ont finalement isolé la faille qui permettrait d'atteindre ce logisticien clé, véritable colonne vertébrale d'un réseau tentaculaire. Le rôle d'Asmanidou était comparable à celui des intendants de guerre du XXe siècle. Un homme de l'ombre contrôlant l'essence, les motos, les soins, les valises de billets et toutes les circulations invisibles qui maintenaient la mécanique de la terreur. Plusieurs exemples historiques le montrent. Lorsque les lignes d'approvisionnement s'effondrent, les groupes les plus redoutables se transforment en géants aux pièces d'argile, comme ce fut le cas lors du siège de Stalingrad ou du ralentissement du Viet Cong sous embargo. Ici, dans le Sahel, le même principe s'est appliqué avec une précision implacable. Une logistique brisée, c'est une stratégie entière qui chute. Mais la véritable dissonance apparaît lorsque ce succès, obtenu dans des conditions extrêmes, ne reçoit presque aucune visibilité internationale. La comparaison avec la couverture médiatique de la capture de Ben Laden souligne la distorsion, et c'est là que le leadership d'Ibrahim Traoré entre en jeu. Cette opération bouscule une narration globale qui préfère souvent montrer un continent dépendant plutôt qu'acteur de ses propres victoires. Pour comprendre la portée réelle de l'opération, il faut suivre ceux qui ont passé des semaines à démanteler les maillons invisibles du réseau d'Asmanidou. Ce sont souvent des soldats sans nom, des enquêteurs sans visage public, des équipes qui se relaient de jour comme de nuit pour analyser un simple ticket de carburant ou un appel intercepté au cœur de la brousse. Dans cette affaire, leur rôle ne fut pas seulement technique, ils devinrent les premiers témoins directs du basculement logistique qui annonçait une paralysie imminente des groupes armés. Un premier micro-cas montre la force de cette transition. Dans une zone du Nord, une unité locale signale que 2 convois ennemis, habituellement réguliers, n'ont plus bougé depuis plusieurs jours, faute de carburant. Un autre microcas, dans l'est du pays, décrit un groupe incapable d'évacuer ses blessés après une embuscade, les motos habituellement utilisées n'ayant jamais quitté leur atelier clandestin.
Ces signes isolés, d'abord pris pour des anomalies, devinrent rapidement les preuves tangibles que le réseau d'approvisionnement était en train de s'effondrer. Le rôle des analystes fut tout aussi déterminant. Ils identifiaient les ruptures de flux, surveillaient les transferts d'argent soudain suspendus, retraçaient les prêts fictifs, les faux contrats et les circuits parallèles qui maintenaient les milices en activité. En fusionnant ces données, ils ont révélé une architecture cohérente, une structure logistique centralisée qui, une fois frappée, entraînait une réaction en chaîne sur l'ensemble du Sahel. Ces premiers impacts ont montré que l'arrestation d'un seul logisticien pouvait bouleverser l'équilibre opérationnel d'une région entière. Voilà pourquoi la vigilance sur les flux vaut parfois plus que 1000 offensives. Tout démarre par une rupture nette. Lorsque les équipes burkinabées interceptent une série de messages codés confirmant la présence d'Asmanidou dans un périmètre réduit, la traque change d'échelle. Les filatures silencieuses, jusque-là dispersées, convergent vers une même zone et chaque détail, un achat inhabituel d'essence, un appel trop court, une facture déplacée, devient un jalon vers la cible. La mécanique s'accélère et l'opération s'active comme un ressort resté trop longtemps comprimé. Un premier signal déclencheur apparaît. Plusieurs postes frontaliers, habituellement corrompus, ne reçoivent plus les transferts informels qui lubrifiaient les passages nocturnes des convois. Puis un second signal suit quelques heures plus tard. Une ligne de motos destinée aux attaques rapides ne quitte pas l'atelier clandestin de Ouagadougou, faute de validation logistique. Ces anomalies, en chaîne, confirment que la présence d'Asmanidou n'est plus un mythe, mais un point fixe, vulnérable, exploitable. C'est dans cette brèche que l'opération s'engouffre. La montée en intensité est brutale. Les unités d'élite s'approchent par paliers, coupant progressivement les routes secondaires pour éviter toute fuite vers le Mali ou le Niger. Chaque déplacement se fait dans la poussière et le silence, parfois à quelques mètres seulement de patrouilles ennemies. Le moindre bruit pourrait tout compromettre, mais l'objectif prime, neutraliser l'homme qui maintient la guerre en mouvement. Une nuit, l'équilibre bascule. Les forces burkinabées localisent enfin l'habitat discret où Asmanidou dirige les flux, un lieu banal, presque invisible, à la périphérie d'un axe de ravitaillement. L'assaut est lancé sans hésitation. La résistance est faible, preuve que l'homme contrôlait l'argent, et les routes, non les fusils. En quelques minutes, l'arrestation est confirmée. À cet instant précis, la structure entière commence à s'effondrer, les milices privées de carburant se retrouvent clouées au sol, les flux d'argent liquide se tarissent, annulant les paiements vers les éclaireurs et les informateurs. Des blessés ne sont plus évacués, des motos restent bloquées dans les ateliers, des convois entiers s'immobilisent sous la chaleur. Les communications se brouillent et les chefs de cellules exigent des explications que personne ne peut leur fournir. Ce choc résonne bien au-delà du Burkina Faso. Au Mali et au Niger, plusieurs groupes et alliés au GNM signalent presque simultanément des pénuries critiques. Les circuits occultes reliant Marseille, Dubaï et les ports ivoiriens se figent, incapables de compenser l'absence du logisticien. Ce gel rappelle la manière dont les cartels colombiens perdaient leur réseau lorsque les intendants centraux tombaient, laissant les cellules locales désorganisées et vulnérables. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré réapparaît dans filigrane. Son positionnement politique et militaire, déjà observé de près par les chancelleries étrangères, se retrouve soudain associé à une opération capable de modifier les rapports de force dans tout le Sahel. Ce tournant crée une tension nouvelle. Si un pays africain peut, seul, bouleverser la logistique d'un groupe transnational, alors les récits habituels, qui décrivent l'Afrique comme dépendante, vacillent. La phase de Duchamp commence immédiatement après, les représailles s'intensifient dans le nord et l'est. Les embuscades se multiplient, les drones hostiles rôdent, les marchés deviennent des zones à risque. La psychose gagne les villages, et les familles hésitent à parler à voix haute. Les réseaux sociaux se saturent de fausses alertes, preuve que la guerre change de visage et devient autant psychologique que militaire. Ce tremblement n'est pas une simple réplique, c'est le prix d'un point de bascule. L'arrestation d'un seul homme a réussi à fissurer un système entier, mais elle déclenche aussi une tempête dont personne ne peut prévoir la durée. La bascule opérationnelle s'observe d'abord à travers un indicateur clair. En quelques jours seulement, les flux logistiques repérés par les unités burkinabées chutent de manière visible.
passant d'une circulation continue à une activité quasi nulle sur plusieurs axes majeurs. Ce glissement brutal, le delta le plus frappant de toute l'opération, confirme que l'arrestation d'Asmanidou ne fut pas seulement symbolique, mais structurelle. Les équipes de renseignement comparent alors les données recueillies avant et après l'intervention, révélant une rupture nette qui transforme l'équilibre sur le terrain. L'effondrement n'est pas progressif, il est instantané, comme si chaque canal dépendait exclusivement de l'homme désormais sous contrôle. Le premier chiffre, observé dans les jours suivants, concerne les convois de carburant qui alimentaient les attaques rapides. Selon les relevés internes, plusieurs routes qui voyaient passer des livraisons presque quotidiennes affichent désormais zéro mouvement significatif. Comme explication douce, cette disparition soudaine confirme la dépendance totale des milices au réseau centralisé. Un second indicateur se trouve dans les communications interceptées. Les analystes remarquent que les messages codés, habituellement denses en instructions logistiques, diminuent de plus de moitié dans la semaine suivant l'arrestation. Moins de transmissions, moins d'ordres, moins de flux, les télégrammes internes deviennent des fragments incohérents. Comme explication douce, la rupture des échanges montre un appareil désorganisé, incapable d'ajuster ses opérations. Le troisième chiffre provient des mouvements financiers. Les transferts repérés avant l'opération, liés aux achats de motos, de médicaments ou d'essence, se réduisent drastiquement, plusieurs comptes jusque-là très actifs devenant soudain silencieux. La paralysie financière agit comme un étau sur l'ensemble des cellules régionales du GNM. Comme explication douce, le tarissement des fonds bloque immédiatement les réseaux les plus agressifs. Ces éléments chiffrés, pourtant décisifs, restent invisibles dans les récits internationaux. La comparaison évoquée dans la source le montre bien. Lorsqu'un logisticien central tombe ailleurs dans le monde, le phénomène est abondamment commenté, disséqué, amplifié. Ici, la réduction des flux, l'effacement des transmissions et la chute des transferts ne provoquent aucun écho médiatique majeur. Cette absence de traitement presse un paradoxe. Plus les conséquences sont fortes sur le terrain, plus le silence qui les entoure semble organisé. Ce contraste devient encore plus frappant lorsqu'on examine les effets stratégiques. Une armée privée de carburant n'avance pas. Un réseau privé d'argent n'achète ni loyauté, ni matériel. Une cellule privée de communication ne coordonne plus d'assaut. Le cœur même du dispositif terroriste se retrouve asphyxié, comme lors des exemples historiques mentionnés dans la source, Stalingrad, Vietnam, ou encore les paralysies logistiques observées dans la lutte contre les cartels. Ces chiffres révèlent la mécanique profonde du conflit au Sahel. Ce ne sont pas seulement les armes qui décident, mais les flux. Et lorsqu'un acteur unique contrôle ces flux, et que cet acteur disparaît, toute la structure vacille. Les données issues du terrain, patiemment rassemblées par les équipes burkinabées, montrent que la victoire n'est pas un slogan, mais un ensemble de ruptures mesurables, vérifiables et cohérentes. Deux lectures s'opposent lorsqu'on tente de comprendre le silence international entourant l'arrestation d'Asmanidou. La première, souvent d'avancée dans les milieux diplomatiques, affirme que la couverture médiatique dépend avant tout de la proximité géographique, de la capacité technique des agences à documenter un événement et du niveau d'intérêt supposé du public occidental. Dans cette logique, une opération menée dans la brousse burkinabé, sans images spectaculaires ni communication institutionnelle massive, serait mécaniquement moins visible qu'une intervention conduisant à la chute d'un chef terroriste en Syrie, au Mexique ou au Moyen-Orient. La seconde lecture propose un argument plus nuancé. Elle reconnaît que les contraintes de production d'informations existent, mais souligne qu'elles n'expliquent pas pourquoi des opérations africaines majeures dotées d'un impact stratégique comparable restent régulièrement ignorées. Les exemples cités dans la source, victoire contre Boko Haram, chute du régime de Charles Taylor, succès des armées tchadiennes, montrent un schéma récurrent. Des accomplissements significatifs ne reçoivent qu'une reconnaissance minimale, voire aucune. Ce déficit récurrent dépasse la simple question logistique. Il renvoie à une hiérarchie mondiale du récit où certaines victoires sont considérées comme médiatiquement légitimes et d'autres comme périphériques. La réponse la plus solide naît lorsqu'on confronte ces deux positions aux faits tirés de l'opération Asmanidou. La source révèle que la capture du logisticien a provoqué l'effondrement de l'ensemble des chaînes d'approvisionnement du GNM. Carburant
immobilisés, motos bloquées, fonds taris, communication réduite à des fragments incohérents. Dans d'autres régions du monde, un choc logistique d'une telle ampleur entraînerait des éditions spéciales, des analyses en continu, des débats d'experts et des mises en perspective historiques, comme ce fut le cas pour Ben Laden ou les grands cartels latino-américains. Ici pourtant, presque rien. Cette asymétrie ouvre une piste qui synthétise les deux camps. Oui, la production médiatique mondiale suit des contraintes matérielles, mais elle reflète aussi une architecture d'intérêt où les victoires africaines, même lorsqu'elles bouleversent les rapports de force, ne franchissent pas facilement le seuil de visibilité. Les éléments factuels de la source montrent que ce silence n'est pas seulement un accident, il s'inscrit dans une répétition historique, une mécanique où la souveraineté narrative compte autant que les armes. Tout bascule en silence. Lorsque l'arrestation d'Asmanidou circule discrètement dans les cercles sécuritaires, un phénomène inattendu surgit, les premières représailles massives. Les groupes armés, privés de leurs logisticiens, réagissent par une violence soudaine, presque désespérée, comme si la perte du chef de réseau exigeait une démonstration de force immédiate. Ce retour de flamme, mentionné clairement dans la source, transforme l'opération initiale en une nouvelle phase du conflit, plus imprévisible, plus diffuse, où la frontière entre renseignement, psychose et guerre ouverte devient poreuse. Dans ce climat tendu, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît comme un marqueur stratégique. Sa prise de parole, décrite dans la source, ne sert pas seulement à rassurer, elle redéfinit la lecture politique du moment, affirmant que la souveraineté burkinabé ne dépendra d'aucune capitale étrangère. Ce positionnement modifie la perception régionale de l'opération et bouscule les récits internationaux qui préféraient jusqu'ici présenter le Burkina Faso comme un acteur subalterne. La rupture véritable du midpoint se situe ici. Non seulement la machine terroriste s'effondre matériellement, mais la logique du conflit change de nature, passant de la simple lutte logistique à une bataille de narration, de légitimité et de mémoire. Les effets de l'arrestation d'Asmanidou apparaissent d'abord à hauteur des villages, là où les habitants sentent en premier les variations du danger. Dans le nord et l'est du Burkina Faso, les embuscades se multiplient soudain, reflétant la stratégie de représailles décrite dans la source. Routes piégées, drones ennemis au-dessus des marchés, angoisse diffuse jusque dans les maisons. Les familles se replient, les voix se baissent, la méfiance s'insinue dans les conversations les plus ordinaires. Cette montée de la peur rappelle les épisodes de guerre psychologique évoqués dans la source, où rumeurs et intox deviennent aussi menaçantes que les armes physiques. Sur le plan économique, les répercussions frappent des secteurs déjà fragiles. Les commerçants doivent affronter des routes coupées, des trajets allongés et l'incertitude permanente causée par les fausses alertes qui circulent sur les réseaux sociaux. Les chaînes d'approvisionnement locales, essentielles pour les zones enclavées, subissent les contre-coups de la paralysie initiale des milices. Le ralentissement du commerce intérieur évoqué dans la source illustre un paradoxe. Une victoire stratégique provoque une discontinuité brutale dans les échanges quotidiens, compliquant la survie économique de milliers de familles. Sur le plan intérieur, l'impact politique est immédiat. Le discours d'Ibrahim Traoré, mentionné dans la source, déclenche une articulation nouvelle entre fierté, anxiété et aspiration à la souveraineté. Les citoyens, confrontés à la violence imprévisible, oscillent entre la nécessité de résister et la conscience du prix humain à payer pour maintenir les positions annoncées. La mobilisation populaire, groupes d'autodéfense, veilles de quartier, entraide improvisée, prouve que l'État n'est pas le seul acteur du moment, mais que la société entière devient un rempart mouvant, inspiré par les exemples historiques cités dans le texte. Sur le plan régional et international, les implications s'étendent bien au-delà des frontières burkinabées. L'alliance entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, présentée dans la source comme une redéfinition de la solidarité sahélienne, gagne un poids symbolique accru après la chute d'un logisticien transnational. Les circuits occultes reliant plusieurs capitales étrangères sont ébranlés, révélant la profondeur des intérêts en jeu et la portée réelle de l'opération. Pour les partenaires internationaux, ce succès remet en question des récits établis. Montrer la capacité d'un État sahélien à frapper un nœud logistique majeur contredit le mythe d'une Afrique perpétuellement dépendante, un thème central que la source souligne à plusieurs reprises.
Ainsi, les conséquences de l'opération s'expriment sur 4 plans simultanément: la vie quotidienne, l'économie locale, la cohésion intérieure et les rapports de force régionaux. Elles dessinent une carte complexe où chaque avancée tactique provoque des répliques en chaîne, visibles ou souterraines. Ce faisceau de transformation confirme que la capture d'Asmanidou n'est pas un épisode isolé, mais une bifurcation profonde, dont les effets concrets s'entremêlent au récit politique que le Burkina Faso cherche désormais à maîtriser. Les prochains mois s'annoncent déterminants, car la chute d'Asmanidou ne clôt pas le cycle de violence. Elle en ouvre un nouveau, plus incertain, où chaque acteur réajuste sa position. 3 trajectoires possibles émergent lorsque l'on observe les dynamiques décrites dans la source, depuis les représailles immédiates jusqu'à la mobilisation populaire et au silence international qui persiste. La situation reste volatile, avec des groupes armés cherchant à compenser la perte de leurs logisticiens par des attaques sporadiques et une guerre psychologique plus dense. Les villages du nord et de l'est continuent de faire face à des rumeurs, à des fausses alertes et à une fragmentation de l'information, comme l'indique clairement la source. Cependant, la structure centrale des milices demeure affaiblie, incapable de restaurer la fluidité logistique qui rendait leurs offensives régulières. Le pays avance en équilibre instable, oscillant entre vigilance collective et fragilisation sociale. La paralysie durable de la logistique provoque une baisse progressive des capacités opérationnelles des milices, rendant leurs attaques moins fréquentes et moins coordonnées. Les groupes d'autodéfense locaux, déjà présents dans la source, gagnent en organisation et en efficacité, consolidant les zones où les réseaux sociaux et les rumeurs exerçaient autrefois une pression constante. Dans ce contexte, l'alliance régionale avec le Mali et le Niger se renforce, générant un front sécuritaire plus cohérent et diminuant l'espace d'action des cellules transnationales. Le récit de la souveraineté gagne du terrain, offrant un contrepoids aux narrations internationales longtemps dominantes. Les représailles évoquées dans la source se multiplient et se radicalisent, prenant la forme d'embuscades répétées, de pressions psychologiques accrues et d'attaques imprévisibles. Les réseaux financiers occultes, bien que fragilisés, parviennent à se recomposer en s'appuyant sur de nouveaux intermédiaires dans d'autres capitales, comme cela s'est déjà vu dans d'anciens conflits cités dans le texte. Les populations se retrouvent à nouveau piégées entre violence directe et climat de suspicion, accentuant la fragmentation sociale et compliquant la coordination entre communautés. Le pays fait alors face à un long cycle d'adaptation défensive, épuisant physiquement et moralement les zones déjà éprouvées. Entre ces 3 possibles, une seule constante demeure. La lecture du conflit dépendra de la capacité collective à distinguer informations, rumeurs et récits imposés. Le meilleur outil pour affronter les prochains mois n'est donc pas seulement militaire, mais mental. Cultiver une lucidité durable face au bruit, au silence et à la manière dont ils orientent la perception du réel. L'impact de cette histoire dépasse largement les frontières du Burkina Faso car elle met à nu une mécanique universelle. Lorsque le silence recouvre une victoire, c'est la confiance collective qui se fissure. Pour beaucoup, l'arrestation d'Asmanidou pourrait sembler lointaine, enracinée dans un contexte régional complexe, mais les réactions décrites dans la source, peur diffuse, rumeurs, désinformation, rappellent que chaque société, où qu'elle se trouve, peut être confrontée à ce type d'effacement narratif. La question n'est donc pas seulement ce qui s'est passé au Sahel, mais ce que chacun perçoit lorsqu'une réalité majeure disparaît sous le poids de l'indifférence. Le premier groupe touché, celui des A, ceux qui cherchent à comprendre les événements mondiaux sans filtre, reconnaîtra dans cette histoire une leçon importante. L'information n'est jamais un simple flux de données, mais une architecture de choix, de priorités, d'angles et d'aveuglement. Le récit fourni dans la source montre comment une action décisive peut perdre en visibilité si elle ne correspond pas aux attentes médiatiques habituelles. Pour ces lecteurs, le geste utile consiste à questionner les silences autant que les mots. Le second groupe, les B, ceux qui suivent l'actualité par cycles irréguliers, trouvera ici un rappel crucial. Ce qui n'est pas montré pèse autant que ce qu'il est. L'exemple des groupes armés désorganisés
des populations déstabilisées et de la souveraineté disputée révèlent que certaines victoires nécessitent d'être portées par les citoyens eux-mêmes pour éviter qu'elles soient effacées. Une simple attention soutenue peut suffire à révéler des angles négligés. Le troisième groupe, les C, ceux qui se sentent concernés par les luttes pour la dignité, même à distance, verra dans ce récit une forme de responsabilité morale. La source insiste sur la nécessité de briser l'omerta, de témoigner, de transmettre, à l'image des mouvements latino-américains évoqués. Pour eux, un petit acte, relayer une information fiable, interroger un récit univoque, devient un moyen concret de contrer l'oubli. En fin de compte, chacun peut choisir une posture, laisser le silence s'installer ou maintenir une vigilance active. La sortie durable de la spirale décrite dans la source ne repose pas uniquement sur les opérations militaires. Elle exige une série d'actions coordonnées, temporellement précises et lisibles, capables de répondre à la fois à la paralysie logistique des groupes armés et aux représailles psychologiques qui ont suivi. Le leadership d'Ibrahim Traoré, évoqué dans la source, inscrit cette démarche dans une volonté de souveraineté assumée, mais cette orientation nécessite des étapes concrètes pour tenir dans le temps. Pour l'étape 1, stabiliser l'information locale. Les comités de vigilance déjà mentionnés dans le texte peuvent être renforcés dans les 3 à 6 prochains mois afin de filtrer les rumeurs et signaler les mouvements suspects. Cette mesure se vérifie en comptant la réduction des fausses alertes et la fluidité des communications communautaires. Pour l'étape 2, consolider les chaînes civiles essentielles. Les commerçants et transporteurs, souvent cités dans la source comme exposés aux routes piégées, doivent bénéficier de corridors sécurisés rotatifs. Leur efficacité se mesure par le maintien régulier des flux de ravitaillement vers les villages enclavés. Pour l'étape 3, neutraliser les réseaux financiers résiduels. Les circuits occultes décrits dans la source, notamment ceux reliant certaines capitales étrangères, nécessitent une surveillance systémique sur 6 à 12 mois. L'indicateur clé devient alors la fréquence décroissante des transferts atypiques liés aux achats de carburant ou de motos. Pour l'étape 4, structurer l'alliance régionale. L'axe Burkina-Mali-Niger, présenté comme une redéfinition de la solidarité sahélienne, peut être opérationnalisé par des partages de renseignements et des calendriers coordonnés. Le succès se mesure à la simultanéité croissante des opérations transfrontalières. Pour l'étape 5, ancrer la narration souveraine. La prise de parole d'Ibrahim Traoré, déjà centrale dans la source, doit être relayée par des initiatives locales, cours, témoignages, ateliers communautaires. On vérifie leur portée en observant la participation citoyenne et la réduction des récits imposés. Chaque pas, même modeste, resserre la cohérence d'un pays confronté à une guerre où le terrain et le récit s'entremêlent. Les silhouettes discrètes évoquées dans la partie 4, ces éclaireurs anonymes arpentant la brousse, scrutant une facture suspecte, suivant une piste poussiéreuse jusqu'à l'épuisement, reviennent ici comme un fil rouge. Elles rappellent que la victoire contre Asmanidou n'a pas été sculptée par des discours ou des projecteurs, mais par des gestes minuscules répétés des centaines de fois, dans l'ombre, par des hommes et des femmes qui n'attendent aucune reconnaissance. C'est ce motif, celui de la vigilance silencieuse, qui relie l'opération initiale à la résilience collective décrite dans la source, une résistance qui naît souvent loin des capitales, dans des ruelles, des pistes, des ateliers, des postes avancés où chacun tient sa place. Dans ce paysage éprouvé, la voix d'Ibrahim Traoré, mentionnée comme un repère dans le texte, sert d'ancrage symbolique. Elle ne remplace pas le courage de ceux du terrain, elle l'amplifie en lui donnant un horizon, une cohérence, une finalité qui dépasse l'opération elle-même. Quand la peur se propage, quand la rumeur s'enroule sur elle-même, quand la fatigue menace, ce sont ces visages invisibles et cette parole publique qui maintiennent la ligne. Au bout du récit, une idée demeure, simple mais essentielle. La mémoire est une force qui refuse de se taire. Ce récit, inspiré des événements décrits dans la source, ne se veut ni un manifeste ni une injonction. Il cherche simplement à rappeler que la visibilité d'une victoire repose parfois sur un geste infime, un témoignage relayé, une discussion ouverte, une interrogation partagée au bon moment. Le silence qui entoure certaines luttes n'est pas une fatalité. Il se fissure lorsque des voix ordinaires décident de nommer ce qui mérite d'être vu.
Dans un monde où les récits dominants s'imposent souvent d'en haut, chaque lecteur peut devenir un point d'appui, un éclat de lumière dans une zone d'ombre. Choisir d'écouter, de transmettre ou simplement de questionner, c'est déjà refuser l'effacement que la source décrit avec insistance. Et lorsque des milliers de gestes minuscules s'additionnent, ils finissent parfois par déplacer le centre de gravité d'une histoire. Si ce chapitre vous a éclairé, ému ou interpellé, rien ne vous oblige à prendre parti. Mais vous pouvez choisir de ne pas laisser l'oubli gagner. Quelle place souhaitez-vous donner à ces voix qui luttent contre le silence ?